السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا مستمعي بإذاعة كوباني المستقلة في نواكشوط. Messieurs, mesdames, bonsoir et bienvenue sur les ondes de Radio Koubani. Ce soir, nous avons sur notre plateau une personnalité politique qui, par ses prises de position pour la défense de sa communauté, a fait couler beaucoup d'encre et alimenter le débat politique dans toute la presse écrite et audiovisuelle. Il s'agit du président des Flammes, Samba Thiam. Bonsoir. Bonsoir. Je vous demande d'abord, Monsieur le Président, de faire une présentation des Flammes sommaire avant de rentrer dans le débat. Merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur votre plateau. Je vous remercie donc doublement par rapport à ça parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas manquer, d'autant plus que nous avons un message. Donc ce sont ces trois organisations qui se sont regroupées dans les années 80 pour constituer fondamentalement les Flammes à l'époque. Bon, l'objectif c'était simplement qu'il fallait créer une certaine synergie face à une problématique qui nous semblait suffisamment importante, mais surtout assez lourde à porter toute seule. Voilà un peu ce qui nous guidait, donc créer une synergie des volontés, des efforts pour créer une organisation solide et viable qui puisse porter un peu le message. C'était un peu ça les objectifs. Donc après le congrès dernier, les Flammes n'existent plus. Oui, après le congrès dernier, nous avons décidé que, au vu d'un certain nombre d'analyses et de mise en avant d'un certain nombre de facteurs, après âpre discussion, parce que les discussions ont été âpres et tendues, qu'il fallait s'intégrer dans la légalité et ensuite qu'il fallait changer de nom. Parce que simplement, nous pensons que le nom comme on dit, a une certaine toxicité. Et bon, il fallait en tenir compte. Donc, en rentrant, vous dites dans la légalité, par la création de partis, par la proposition de l'autonomie, par une proposition administrative, est-ce que vous êtes en rupture avec le manifeste des Flammes? Non, du tout. Par rapport à la problématique que l'organisation posait, cette problématique, elle demeure. Qu'est-ce que nous disions? Nous disions que ce pays, il ne traite pas les composantes nationales avec la même symétrie, avec la même justice. Cette problématique, elle demeure. C'est un constat qui n'a pas changé. Et le système Bédan existe-t-il toujours? La terminologie du système Bédan, on ne l'utilise plus parce qu'il est porteur de confusion, il est porteur de généralisation. Nous avons estimé que c'est une erreur de langage, c'est une erreur de concept. Parce que nous pensons, et ça il faut être réaliste, dans chaque communauté, il y a des bons et des mauvais. Dans le système Bédan, ce concept que nous utilisions avant, nous avons vu qu'il était porteur de confusion. Parce que certains, lorsqu'on l'interprète, c'est la tendance à dire que tous les Bédan sont dans le même système et tous sont mauvais. Ce n'est pas ça du tout l'intention. Donc, par rapport à ça, nous avons estimé... Vous faites porter la responsabilité au gouvernement. Exactement. Et c'était le deuxième élément que je voulais développer. La problématique n'a pas changé et notre revendication est davantage orientée, notre stigmatisation est davantage orientée vers un système, pas vers la communauté arabo-berbère. C'est un système, ce sont des régimes politiques qui mettent en avant des politiques de ségrégation, de discrimination, et c'est vers ces régimes-là que nous portons notre critique. Donc, de ce point de vue-là, il faut faire la part des choses. Ce n'est pas la communauté arabe qui est arabo-berbère qui est indexée, c'est les régimes politiques et surtout le type de politique développée que nous mettons, que nous critiquons et que nous stigmatisons. Donc, vous voulez maintenant vous battre pour tous les Mauritaniens? Absolument, mais ça a toujours été le cas. Et je devais rectifier un peu votre terminologie. Vous avez dit un peu, il y a un mouvement qui lutte pour sa communauté. En fait, nous ne luttons pas pour notre communauté parce que les Flammes ne sont pas un mouvement poulard.
On n'est pas un mouvement blanc, on est un mouvement d'obédience négro-africaine. On n'est pas négro-africain par choix, on est négro-africain par la force des choses. Parce que dans les critères d'adhésion à notre organisation, nous restons ouverts. Nous estimons que l'organisation est une organisation non raciale, non ethnique, ouverte à tous les Mauritaniens qui reconnaissent la problématique que nous posons comme une réalité. Donc, elle reste ouverte. Si maintenant les Arabo-Berbères ne viennent pas, ce n'est pas notre faute. Ils le font par la force des choses, un mouvement négro-africain de composition. Vous tendez la main aujourd'hui. Mais depuis toujours. Oui. Donc, depuis toujours, l'organisation a été une organisation, comme j'ai dit, non ethnique, non raciale, ouverte à tous les Mauritaniens qui reconnaissent la problématique que nous posons comme réelle. On n'a jamais été fermé. Maintenant, pourquoi nos compatriotes arabo-berbères ne viennent pas, nous? La question, il faut la leur poser. Mais si par la force des choses, ils ne viennent pas, de facto, on nous indexe en tant que mouvement négro-africain, oui. Par la force des choses et par la composition, par la densité, oui. Mais ce n'est pas par choix. C'est quelque chose simplement qui existe. Mais nous sommes un mouvement national. Nous prétendons un mouvement national, ouvert à tous les Mauritaniens. Donc, c'est très clair. C'est très clair pour les éditeurs. C'est important à préciser. Oui. Donc, maintenant, nous allons passer à cette proposition d'autonomie. Si vous pouvez un peu la développer pour nos éditeurs, pour qu'ils soient bien. Oui. Merci de me permettre de développer ce projet politique parce qu'il est sujet à controverse. Il y a eu beaucoup de polémiques et il y en a qui en parlent sans le constater, oui. D'abord, j'aimerais apporter un certain nombre de préalables avant que je rentre dans le vif du sujet. Premièrement, j'estime qu'en tant qu'homme politique, lorsque des problèmes se posent, il faut reconnaître que ces problèmes se posent et tenter de leur trouver des solutions. C'est la première attitude qui nous guide. Il y a des problèmes qui sont récurrents, qui menacent notre unité, notre cohésion et peut-être même l'existence de ce pays. Nous pensons qu'ils sont importants, il faut les reconnaître comme tels et tenter de leur trouver des solutions. Premier niveau, premier préalable. Nous estimons donc, nous, en tant que mouvement politique, en tant qu'intellectuel, en tant que politique, nous devons chercher des solutions. Voilà comment il faut cadrer notre autonomie. C'est une recherche de solutions pour une problématique récurrente, grave, pour que notre pays reparte sur de bonnes bases. Premier niveau. Deuxième niveau, cette autonomie que nous voulons faire, ce n'est pas une autonomie qui, comment dirais-je, va à l'encontre de l'unité nationale. Elle s'inscrit dans le cadre de l'unité nationale. L'État mauritanien unitaire tel qu'il est, restera unitaire tel qu'il est. Donc ce n'est pas une autonomie qui signifie séparation. Vous ne proposez pas une autonomie pour le négro-africain. Non. J'y viens. C'est le préalable que je vais poser. Donc notre autonomie s'inscrit dans le cadre de l'État unitaire mauritanien. On ne cherche pas à casser la Mauritanie, à la diviser ou à être indépendant. Deuxième niveau. Troisième niveau, notre autonomie n'est pas une autonomie nord-sud, négro-africain, arabo-berbère. Non. C'est une autonomie à l'échelle nationale. C'est une proposition que nous pensons qui puisse être viable pour toute la Mauritanie. Maintenant, quelles sont les justifications? Qu'est-ce qui justifie ça? Justement, quand je vois dans le document, vous dites chaque communauté modélerait ainsi ses propres institutions et organiserait sa vie et son développement grâce à un système de relations plus souple avec le pouvoir central. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que à la fois dans le découpage que nous allons faire, et parce que je vais peut-être aller directement vers ça, mais j'aurais voulu amener pourquoi l'autonomie, parce que c'était les justifications que je voulais apporter. Oui, allez-y. Oui. Donc si nous avons pensé à l'autonomie, c'est parce que nous avons estimé que le projet que Ouldada avait a échoué. Le projet a échoué. On est dans un statu quo qui absolument... Est-ce que le même projet continue? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une continuité du projet d'Ouldada? Non, nous voulons... C'est une solution au constat d'échec de la proposition de Ouldada. D'abord, la manière dont Ouldada avait fait construire la Mauritanie. Il a construit ça en région, mais en construisant ça en région, il a fait absorber certaines régions dans d'autres.
Parce que la Mauritanie, il faut le rappeler, c'est un ensemble de... C'est un rassemblement de royaumes et d'émirats qui existaient, qui avaient leur propre autonomie, qui avaient leur propre pouvoir politique. Le pouvoir, même s'il était aléatoire. Oui, mais les Émirats étaient là. Les entités historiques politiques étaient là. Absolument. Le Fouta, le Wallo, le Guirimaka, l'Émirat du Trarza, du Brakna, du Tagan, de l'Adrar, ils étaient là. C'était des réalités sociopolitiques qui existaient. Ould Daddah a fait des régions. En faisant des régions, il a maintenu comment dirais-je, la typologie des Émirats arabo-berbères, mais au niveau de la réalité, de la typologie des négro-africaines, tels que le royaume du Fouta, la province du Guidimaka et le royaume du Wallo, ça, ils ont intégré ça dans le royaume Mour. C'est pas juste. Vous trouvez qu'ils n'étaient... C'est pas juste. Ils étaient indépendants de l'Émirat du Brakna et du Tagan. Tout à fait. C'est une question d'identité historique politique. Elles existaient en tant qu'entité historique politique. Pourquoi le Wallo est absorbé dans le Trarza? On maintient le Trarza en tant qu'émirat qui était. Le nom d'émirat du Trarza reste maintenu. Le nom de l'émirat du Brakna reste maintenu. On prend une partie du Fouta, on le met dans l'émirat du Brakna. L'émirat la partie de l'Assaba reste maintenue, le nom Assaba reste maintenu. On prend une partie du Guirimaka, on le met dans l'Assaba. C'est pas juste. Si on retient les entités historiques politiques, on doit le retenir pour tout le monde. Premier niveau. Deuxième niveau, Ould Daddah, à l'époque, il disait que il fallait, pour qu'il y ait unité nationale et pour permettre un peu aux populations d'échanger et de communiquer, il fallait que les négro-africains servent dans le nord et que les arabo-berbères servent dans le sud. En soi, c'est une bonne chose. Ça permettrait une communication, un rapprochement des peuples. Mais en réalité, quand on évalue aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe? Les négro-africains ne sont nulle part. Ils ne sont plus nulle part. Les arabo-berbères sont au nord et les arabo-berbères sont au sud. C'est pas juste. Et compte tenu du fait qu'il n'a pas tenu compte de la communauté négro-africaine est très présente au nord. À Zouarat, à Al-Madibou, il y a le député, un ressortissant de Bogué. Non, je ne parle pas des immigrés. Non, ce n'est pas des immigrés, ils sont chez eux à Zouarat. Non, entre guillemets. Si je dis immigrés, ça veut dire qu'ils quittent le sud, c'est là leur terroir, qu'ils quittent leur terroir pour d'autres parties de la Mauritanie. C'est ce que j'appelle l'immigré entre guillemets. Comme il y a des arabo-berbères qui quittent le nord, qui vont aujourd'hui vers le sud. Je ne parle pas au niveau de l'immigration ou du déplacement des populations. Je parle au niveau des personnalités administratives affectées pour régir ces régions-là. C'est de ça que je parlais. C'est de ça que Ould Daddah, c'est sur ça que Ould Daddah avait tablé. Pour dire qu'il fallait échanger. Il ne voulait pas d'un administrateur chez lui. Voilà, exactement. Mais mieux, il souhaitait que les arabo-berbères servent au sud et que les négro-africains servent au nord. Mais là, si on tire le constat d'échec aujourd'hui, on constate que nous ne sommes nulle part. Nous sommes éliminés. Maintenant, pour revenir à la question que vous avez lue pour dire que ce sont les communautés qui se prennent en charge, oui, mais les communautés qui se prennent en charge dans notre dessin, dans notre schéma d'autonomie, ce n'est pas seulement que les communautés négro-africaines. Nous avons estimé que en divisant la Mauritanie en 4 grandes régions, on peut les diviser, on peut en faire un pays, comment dirais-je, qui va vers le développement. Je m'explique. Nous avons dit très concrètement qu'on va diviser la Mauritanie en 4 grandes régions. La région du Trarza, du Brakna, du Tagan, ça va être une région. Il y a l'espace, il y aura une population suffisamment importante, il y a un marché. Le Trarza sans la vallée. Exactement, sans le Wallo. Parce que là maintenant, il faut qu'on revienne aux entités historiques. Le Trarza sans le Wallo. Parce que le Wallo était un royaume. Le Trarza historique, dans ses frontières historiques, le Brakna dans ses frontières historiques, le Tagan dans ses frontières historiques. Ces régions-là ont toujours entretenu des liens assez étroits. Une région. Ça va être une région agro-pastorale. Je viens, on prend la région de l'Adrar, l'émirat de l'Adrar et du Tiris. Ça va être une région à vocation économique. L'espace, la population est suffisamment dense, elle a vocation de trouver, comment dirais-je, des mines. Ça va être une région minière. On prend la région de l'Est, ça va être l'Assaba, ça va être les Dohod, Harbi et Charqi. Population suffisamment dense, mais une région qui est connue principalement pour le bétail, pour l'élevage. Ça va être une région pastorale. On va prendre la région du fleuve, que j'appellerai la région du fleuve. Ça va être le Guirimaka, le Fouta et le Wallo. C'est une région qui est connue pour être propice à l'agriculture. Donc on va créer 4 grandes régions à vocation. Des pôles.
appelez ça dépôt, comme vous voudrez, mais nous appelons ça région à vocation, vocation économique. Donc, c'est porteur d'intérêt et d'avantages. La deuxième raison, c'est que si aujourd'hui on constate qu'il y a des pressions, il y a des tensions entre les négro-africains et les arabo-berbères, c'est par rapport au pouvoir central. C'est parce que nous nous sentons exclus du pouvoir central que les tensions sont aiguës. Si on permet aux communautés, aussi bien négro-africaines qu'arabo-berbères, mais je reviendrai sur les quatre grandes régions, de gérer leur terroir, de gérer quelque chose, certains attributs résiduels, la tension pour aller vers le pouvoir central va diminuer. En jeune, je l'avais déjà répété, mais je l'avais déjà dit, je le répète ici, en jeune, dans les années 90, il s'appelle Oul Etman. Il a fait une étude sur la distribution du pouvoir au niveau des tribus, dans les années 90. Il a constaté que dans le pouvoir central, il y a à peu près une douzaine de tribus. Or, la Mauritanie compte à peu près une 200 de tribus. Donc, il y a des tribus qui sont exclues du pouvoir. En permettant aux régions de s'organiser, l'Adrar, comment dirais-je, l'Hérode, le Tagand et le Brakna, en permettant à ces régions de... Donc le nord, l'est, voilà, le sud. Exactement, le nord, l'est et le centre. Exactement. Mais le nord, vous l'avez amputé de la région de Nouadhibou. Oui, je viens là-dessus, parce que c'est Nouadhibou et Nouakchott que nous avons pris comme entité spéciale, parce que simplement du contenu de leur position politique et économique et compte tenu de leur densité démographique. Mais je reviendrai par rapport à ça. Je veux dire simplement qu'en découpant la Mauritanie comme ça, on diminue les tensions également intertribales. Parce qu'il y a des tribus aujourd'hui qui sont mécontentes parce qu'elles ne sont pas au pouvoir. J'ai entendu des hommes politiques éminents qui se disent qu'ils veulent avoir leur part. Or, tout le monde ne peut pas avoir le pouvoir. S'il est capable d'absorber 12 tribus, il ne peut pas en absorber 200. En permettant aux communautés de s'organiser, on va réduire les tensions intertribales. Parce que simplement, chaque tribu veut aller, et en permettant à certaines tribus de se réunir, les Oulad Nas, les Oulad Mbarek et les Oulad des éléments de Kifa, ils géreront leur terroir. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est à cause tout simplement de la faiblesse des partis qui n'existent pas? L'appartenance aujourd'hui plutôt à la tribu, à la région, parce que les partis n'existent pas. Non, en vérité, les partis ne peuvent pas supprimer ça. Ouldada a fait une politique pour dire que pas de tribalisme, c'est quelque chose qu'il a combattu, mais c'est une réalité de la Mauritanie. La réalité mauritanienne est une réalité tribale, est une réalité ethnique. On ne peut pas gommer ça. C'est ça la réalité mauritanienne. Il faut qu'on en tienne compte. On ne peut pas gommer ça, on ne peut pas inventer une autre Mauritanie. C'est ça la réalité. Pour l'instant, vous êtes Oulad Bousba, vous vous sentez d'abord Oulad Bousba avant de vous sentir Mauritanien. C'est ça la réalité. Je me sens Poulard avant d'être Mauritanien. C'est ça la réalité. La construction de la citoyenneté mauritanienne n'est pas encore là. Donc, il faut qu'on tienne compte de la réalité qui existe pour continuer d'avancer. Je n'ai pas dit qu'il faut rester à ce niveau-là. Il faut le dépasser. Vous savez que ça, c'est le discours de l'intellectuel. Et là, c'est très grave. C'est pour revenir un peu à la tribu et tout ça. C'est une réalité. Donc, je pense qu'il doit servir d'appui pour progresser. Mais on ne peut pas en faire table rase. La réalité que vous voyez aujourd'hui, tous les schémas politiques, tous les votes sont commandés par des tribus. Ce sont des tribus qui se réunissent pour déterminer tel ou tel vote, la plupart du temps. Je pense plutôt que ce sont des personnes qui c'est plutôt des imposteurs qui se présentent pour être porteurs de parole de telle tribu ou de telle tribu, mais en fait, personne ne représente l'autre. Non, il y a peut-être des cas d'exception, mais la réalité, nous le savons, vous et moi, que si aujourd'hui la région, un chef de tribu, comment dirais-je, qui a une certaine audience, qui a un certain moyen, décide ou fait une réunion de la GEMA de la tribu, quand le vote est décidé, très peu de gens font oui, vous avez bien dit, quand il a des moyens. Oui, mais quand il n'a pas de moyens... Bon, ça c'est en fait, ça c'est par rapport à je veux dire, le statut. Voilà, c'est le statut de la personne. Voilà. Aujourd'hui, c'est parce que tout simplement, vous croyez, je pense, je vous pose la question, c'est parce que tout simplement, les partis sont en défaillance que les gens reviennent aux tribus parce que c'est des structures qui existent déjà. Mais j'ai dit que les gens, la problématique, c'est que, comme je vous dis, les gens n'ont jamais quitté le tribu. Non, on n'a jamais quitté la réalité tribale, c'est ça la réalité. C'est pas revenu avec la démocratie, avec la démocratie. Non, la démocratie, ça n'est servi et les gens s'en servent. Regardez les pouvoirs, ils se reposent sur qui?
On dit aujourd'hui que, je ne connais pas exactement. On dit les années 86, les premières élections municipales. Les 90, c'est pas le régime de Oultaya qui était là. Non, les 86, avant les partis. Les 86, c'est pas... Les partis, les maires, tout ça, étaient des intellectuels, c'était pas des chefs de tribu, c'était... Non, mais je veux dire que les maires ont été impulsés ou comment dirais-je, choisis plus ou moins par la réalité tribale. C'est ça que je veux dire. Le gouvernement qui existait reposait sur une réalité tribale. C'est ça que... Donc aujourd'hui, il faut légaliser. Moi, je n'ai pas dit légaliser. Je n'ai pas dit de légaliser. J'ai dit de tenir compte de la réalité. En tant qu'intellectuel, en tant qu'homme politique, il y a des réalités qu'on ne peut pas gommer. Il faut en tenir compte pour les dépasser. Je n'ai pas dit qu'il faut qu'on reste au niveau tribal et ethnique. Il faut qu'on dépasse ça. Mais si on va utiliser les tribus et les ethnies, il faut bien qu'on ait des représentants. Mais oui, mais ce sont ces tribus et ces ethnies qui vont choisir leurs propres représentants. C'est une nouvelle bataille. Oui, mais ce qui est important, c'est qu'il faut les légaliser. Légaliser, je ne dis pas qu'on légalise les tribus, mais je dis simplement qu'on en tient compte. Légaliser et tenir compte de la réalité, c'est deux niveaux distincts. Et l'autre élément, c'est quoi? Ce sont ces communautés qui vont choisir leurs propres dirigeants. Ça me paraît quelque chose qui aujourd'hui va empêcher. Il y a une friction qui existe entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Là, quelquefois, il y a une non-communication. Si le terroir, si je dis terroir, je parle de la réalité géographique, je parle par exemple de la région de l'Est, ce sont eux qui vont choisir leurs propres dirigeants. La proximité des populations va être un élément potentiel de développement parce que les populations seront directement impliquées. C'est eux qui choisissent la question que je vous pose aujourd'hui, si on arrive à votre proposition et qu'on est sur le Waalo, comme vous dites, qui aujourd'hui, en grande partie, est habité par des gens du Nord, des gens de l'Est, et qui sont très influents par leur propriété, parce qu'ils sont propriétaires terriens, parce qu'ils ont même des industries, ils sont présents. Est-ce qu'ils appartiennent au Waalo ou ils appartiendront à leur région d'origine? C'est une bonne question. Notre autonomie n'empêche pas le mouvement des personnes et des biens. Mais simplement... Non, mais pour élire les... Oui, s'ils habitent là, ils habitent là. Mais il faut qu'on reconnaisse également qu'il y a quand même une question de terroir. Le Waalo, c'est un terroir à dominante Wolof. Il faut qu'on reconnaisse que les Wolofs ont une certaine primauté sur ce territoire-là. Comme les Trarza ont une certaine primauté sur leur territoire. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, je ne sais pas de quelle tribu vous êtes, aller au niveau d'Atar pour dire que vous allez vous imposer. Alors on connaît, vous ne passerez pas parce que la réalité des Atarois, c'est qu'ils reconnaissent que c'est leur fils de terroir qu'ils veulent mettre devant. Ça, ce droit-là, il faut leur donner. Maintenant, en donnant au fils de terroir la possibilité de choisir ses propres citoyens, ça ne veut pas dire que ceux qui étaient là ou qui ne sont pas d'origine du terroir n'ont pas la voix au chapitre. Ils vont avoir la voix au chapitre. Mais il faut reconnaître les entités politiques historiques qui existent, leur donner une certaine réalité dans la gestion du pouvoir au lieu de les marginaliser. Donc, ce que vous dites aujourd'hui, c'est que... L'ancien député des Zouarats, vous ne lui donnez plus une chance d'être député des Zouarats. Je ne sais pas qui est ancien député des Zouarats. Je ne sais pas qui est ancien député. C'est un poulard de Bogué et député des Zouarats. Mais aujourd'hui, il ne peut plus l'être, il faut qu'il soit originaire. C'est les populations. Ce sont les populations. Attention. Ce sont les populations. Si elles décident de ne pas en faire un député, elles ne feront pas un député. Si elles décident d'en faire un député, même si c'est quelqu'un qui a un immigré, qui est venu, dont ils reconnaissent l'honnêteté, l'intégrité, libre à elle. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'il faut que les populations reconnaissent que ce terroir, c'est leur terroir. Ce terroir, tout le monde doit s'entendre que c'est son terroir. Les gens de l'Adrar, c'est leur terroir, on doit reconnaître c'est leur terroir. Les gens du Trarza, du Brakna, leur terroir, c'est leur terroir. C'est eux de choisir leur propre dirigeant. Les gens du Fouta, ou du Gidimaka, ou du Waalo, c'est leur terroir. À eux de choisir leurs dirigeants. On doit leur donner un certain nombre de compétences et on doit leur donner un certain nombre de moyens. L'État central va simplement aider les populations à s'impliquer dans leur propre développement. C'est tout. Mais ça n'exclut pas que les éléments qui sont à l'intérieur même du terroir puissent jouer un rôle, mais il appartient aux populations. Il y aura des identités internes. Voilà. Il faut respecter les identités de la Mauritanie. Il faut les respecter. On ne peut pas gommer ça. Nous ne sommes pas des Arabes. On veut faire de nous des Arabes.
nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes des négro-africains. Il faut qu'on nous reconnaisse ça. Il faut qu'on nous le reconnaisse. Mais personne ne l'est. Mais si, justement. Si, justement. Mais moi, quand je vais au tribunal aujourd'hui, je ne peux pas parler. On me dit qu'il faut que je parle arabe. Pourquoi? Je ne parle pas arabe, je ne parle pas hassania, je parle poulard. Quand je parle poulard, le juge ne m'entend pas. Le gouverneur ne m'entend pas. Il ne peut pas vous empêcher de parler poulard. Mais vous avez écouté mon émission au niveau de la télévision Chegri TV. Oui. Je parle français, on me dit que non, on traduit pas, on me parle arabe. Et il faut que je réponde que je ne comprends pas. C'est juste ça. Voilà. Non. Ce sont ces problèmes qu'il faut régler. C'est reconnaître qu'il y a des identités irréductibles dont il faut tenir compte. La Mauritanie est négro-africaine et arabe. Ce statut, il faut le développer, il faut le reconnaître, il faut l'asseoir. Mais il y a des majorités, il y a des minorités. Partout, vous voyez au Maroc, il n'y a pas que des Arabes. En Algérie, il n'y a pas que des Arabes. C'est très bien. Oui. Mais ce qui est important, c'est que d'abord... Pourtant, le Maroc, c'est un pays arabe. Je reviens. Alors qu'il y a une grande population... Je viens à votre ça. Oui. D'abord, l'Algérie. Pour commencer par l'Algérie. L'Algérie, c'est deux ethnies pratiquement qui coexistent. Les Kabyles et les Arabes. Ouais. Aujourd'hui, les Kabyles sont sous domination arabe. Ils veulent développer leur culture et leur langue, les Arabes les empêchent. Il y a un problème de tension, de tendu au niveau de l'Algérie. On n'en parle pas. Au niveau du Maroc, c'est maintenant qu'il commence à changer. C'était la suprématie arabe sur les Berbères. Les Berbères aujourd'hui réclament leur berbérité, leur langue, et c'est aujourd'hui un certain nombre de... Et en Europe la France, pourquoi la France? La France est aujourd'hui en train d'éclater pour reconnaître justement qu'il y a des réalités régionales. Que la réalité corse est une réalité corse. Les Corses ne sont pas des Français. Que les Bretons sont différents des Français. Aujourd'hui, ils sont en train de le reconnaître en redéfinissant les régions. Donc, ils reviennent à l'identité culturelle de ce qui composait la France. La France jacobine d'avant, ça ne fonctionne plus. Parce qu'on a voulu forcer tout le monde à devenir français. Alors que la France était formée de territoires différents qui parlaient des langues d'oc, des langues d'oïl, le breton, la question que je vous pose pour un peu cette autonomie, si elle existe, est-ce que la langue de communication peut être l'arabe? Mais on n'est pas contre, au plan national, on n'est pas contre la langue de communication comme arabe. Oui. Mais ce que nous avons refusé, et il est important de le préciser, parce qu'il y a une confusion à ce niveau-là. Les Arabo-Berbères ont tendance à croire que les négro-africains ou que les flammes, ou que les anciens flammes, parce que maintenant nous sommes les FPX, comme j'ai dit, que nous sommes hostiles à l'arabe. Du tout. Nous ne sommes pas hostiles à l'arabe. Non. Mais nous sommes hostiles à l'utilisation, à l'instrumentalisation de la langue arabe. Nous sommes hostiles à l'imposition de la langue arabe sur nous. L'instrumentalisation, c'est utiliser l'arabe pour nous faire échouer. C'est utiliser l'arabe pour ne pas qu'on soit promu, qu'on ne puisse pas avoir une émancipation égale comme les autres, un épanouissement égal comme les autres. C'est ça que nous rejetons. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, apprendre l'arabe, c'est bien, mais la Mauritanie n'est pas peuplée que de l'arabe. Il ne faut pas qu'on nous force à dire que la Mauritanie est arabe. Il faut qu'on reconnaisse qu'elle est arabe et négro-africaine. Nous avons des langues. Il faut qu'on reconnaisse que nos langues et nos cultures, et que nous avons le droit comme vous voulez vous développer dans la langue arabe parce que c'est votre culture, vous le réclamez, c'est légitime. Mais si vous admettez ça, admettez qu'à notre tour, nous avons le droit de nous développer dans nos langues et cultures. Non, je parle de langue de communication. Ainsi, au niveau régional, ce que nous disions au niveau régional, au niveau par exemple de la communauté négro-africaine, les langues locales, le sonique et le poulard, et des langues d'administration. Mais ça n'empêchera pas qu'au niveau de l'école, les enfants apprendront et l'arabe et les langues nationales, les autres langues nationales. Le poulard, le sonique et le wolof. Si moi j'apprends l'arabe ou si mon fils apprend l'arabe, mais il faut que votre fils apprenne le poulard ou le sonique et le wolof. Mais il faut qu'il y ait un niveau d'égalité. Il faut que vous me respectiez et que je vous respecte. Vous acceptez que j'existe et que vous existez. Donc, pour ce faire, il faut qu'on communique. Pour qu'on communique, vous n'allez pas me forcer, vous, à parler juste dans votre langue. C'est tout. C'est la problématique. Vous trouvez que le problème, donc, c'est ça? Et principalement, c'est l'instrumentalisation de la langue arabe qui a amené tout ça. Parce que si on avait utilisé seulement l'arabe comme langue de communication, je ne pense pas qu'au niveau négraphique, il y aurait cette espèce de révolte, ce raidissement. S'il y a un raidissement, c'est qu'on a compris qu'on s'est servi de l'arabe pour pénaliser nos enfants. Voilà. On va à l'école. Nous, on va à l'école avec deux langues étrangères, le français qu'on ne connaît pas, l'arabe qu'on ne connaît pas. Vous allez à l'école avec une langue étrangère, le français simplement. Donc, les chances ne sont pas les mêmes. Et en plus, non seulement nous allons à l'école avec deux langues étrangères, mais au niveau des coefficients, des matières qu'on nous impose, en langue arabe, nos enfants échouent. Aujourd'hui, les enfants négro-africains ne sont plus à l'école. Ils
sont dans la rue. Ils sont dans la rue. Et ça, c'est pas juste. Il faut reconstruire la Mauritanie sur une nouvelle base de respect, d'identité des gens. Qu'on reconnaisse l'identité de la Mauritanie. Vous êtes pour l'idée d'IMPR. Je ne connais pas l'idée d'IMPR. Oui, la refondation. Oui, si c'est refonder la Mauritanie, oui, il faut la refonder. Notre programme s'articule sur 3 axes. Nous souhaitons l'unité, mais l'unité reconstruite. Nous souhaitons la consolidation de l'état de droit, la séparation des pouvoirs. Nous souhaitons le développement de la Mauritanie pour que tous on s'épanouisse. Ce pays est assez riche. Justement, quand vous parlez du développement, Monsieur le Président, est-ce que vous connaissez bien la Mauritanie? Parce que quand vous dites que la vallée est dépourvue de projets de développement, alors que je trouve que c'est le contraire. À Nassaba, dans les Hauts, ils sont dépourvus de toute infrastructure au moment où tous les projets de développement sont sur la vallée, c'est-à-dire l'aménagement de plus de 50 000 hectares, la route qui va de Kermessène jusqu'à Gouraï, la bretelle de Mban, la route qui est en construction de Kaïdi à Marama, la bretelle, toutes les bretelles des communes, plutôt des Mokata qui sont sur les fleuves, il y a des bretelles, et puis il y a assez de ponts, il y a assez d'ouvrages d'art, il y a le curage des fleuves. Je désagrée. Je pense que, parce que vous parlez de bretelles, les bretelles viennent d'arriver. Depuis combien de temps que la vallée existe? Vous me parlez de développement agricole, de projets agricoles. Mais ils profitent à qui? Ce sont des hommes d'affaires